Le générateur d'orage est basé sur ce même principe fondamental. S'il existe un point zéro, alors il devient possible de communiquer cette énergie n'importe où dans l'univers. Il y a un autre principe fondamental concernant la manière dont l'énergie interagit avec la matière et avec l'éther. C'est vraiment impressionnant. J'espère que nos spectateurs apprécient autant cette discussion que nous. Les plasmoïdes sont les entités les plus puissantes de l'univers. Et le dernier véritable générateur de plasmoïdes auquel je pourrais vous renvoyer, c'est bien la mer de bronze de Salomon. C'était un accumulateur de charge. Nous passons maintenant à la production à grande échelle. Merci beaucoup aussi pour l'annonce du livre et pour tout ce qui a été dit ici pour la première fois. Nous allons vous montrer comment se produit la génération de plasmoïdes. Cela se passe ici, dans cette eau. Entre cela et cette sphère, les plasmoïdes s'y chargent et il existe un point zéro à cet endroit. C'est tout simplement stupéfiant. Ce que cela prouve, c'est que le moteur en lui-même fonctionne, car ce point n'est que l'échappement, juste avant que cela ne pénètre dans la sphère. Monsieur Malcolm, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes heureux de vous accueillir et j'espère que nos spectateurs sont aussi enthousiastes que nous le sommes. Après la sortie du documentaire GSC Une nouvelle ère d'énergie libre, la technologie des générateurs d'orage que vous avez présentée au congrès de Zurich a suscité un grand intérêt parmi nos spectateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous réalisons cet entretien. Nous avons reçu de nombreuses questions, aussi bien de la part d'amateurs que de professionnels. Et ils souhaitent en apprendre davantage sur les principes physiques des Thunderstorm Generators ou générateurs d'orage. Aujourd'hui, nous vous proposons donc d'approfondir le sujet de la génération d'énergie à partir des plasmoïdes et de l'aborder sous un angle pratique, si cela ne vous dérange pas. Nous avons donc préparé quelques questions. La première est la suivante. Dans vos vidéos, vous expliquez que le plasma a une capacité naturelle à s'organiser en plasmoïdes. Pouvez-vous expliquer pourquoi et comment cela se produit, s'il vous plaît? Oui. Eh bien, merci pour cette opportunité, parce qu'elle arrive à point nommé. Vous avez peut-être remarqué que désormais, l'establishment, le consensus scientifique dominant, a reconnu que la fusion froide est réelle. Donc c'est une semaine de bon augure. Et cette même semaine, nous venons justement de mettre en place le lancement de la technologie. Nous avons opéré une restructuration d'une structure entreprise axée fondamentalement sur la recherche et le développement. Ce qui signifie que j'ai passé 7 ans sur une île à écrire ces notes. Et ceci en fait partie. Certaines d'entre elles sont masquées. Mais la couverture montre le modèle d'unification des plasmoïdes, qui est en quelque sorte le saint graal de la science, parce qu'il unifie toutes choses. Et récemment, Sheila Raymond, une experte en technique du son, a pris ces nombres qui sont là-dedans, les a passés à l'oscilloscope et a constaté qu'ils étaient tous cohérents. Donc tous ces nombres sont cohérents entre eux. C'est donc bien le modèle d'unification que tout le monde cherchait. Einstein et Tesla ont dit que l'homme qui réaliserait ce modèle d'unification, et soit dit en passant, mon professeur de 6e m'a dit « Malcolm, si tu veux une voiture qui fonctionne à l'eau, tu n'y arriveras jamais, à moins de résoudre le modèle d'unification. » Parce que Tesla et Einstein n'étaient pas d'accord sur grand-chose, mais ils étaient d'accord sur le fait que la personne qui comprendrait toute chose détiendrait la métrique permettant d'exploiter une énergie illimitée. Et c'est ce que j'ai fait, juste pour donner un peu de contexte. Le générateur d'orage, c'est en fait le premier fruit accessible. C'est l'application la plus simple de la technologie, parce que les plasmoïdes sont les entités les plus puissantes de l'univers. Ils composent, vous savez, le plasma, vous avez les 4 états de la matière, et moi je dirais 5. Mais bon, il y a le solide, le liquide, la glace est le solide, l'eau est le liquide, ensuite la vapeur, c'est la phase gazeuse, et puis il y a le plasma, qui est l'état dans lequel toutes les parties constituantes sont libérées.
Voilà ce qu'est le plasma. Et ensuite, on peut reconstituer ce plasma en utilisant des fréquences certaines. La seule géométrie au monde qui fonctionne, c'est une sphère effondrée. Donc vous prenez une sphère, vous la faites s'effondrer du pôle nord au pôle sud. Et cela forme alors cette structure cohérente qui crée son propre champ électromagnétique, et ce champ maintient les protons, les électrons et les neutrons en orbite. Ainsi, toute la matière est liée au plasmoïde. Et récemment, il y a quelques années, on a découvert le nuage de Kordylewski, qui est composé de ces plasmoïdes. Le livre The New Science of Heaven de Robert Temple est vraiment une bonne lecture que vos spectateurs devraient consulter. Et aussi, je suppose que nous avons maintenant publié le nouveau livre, qui est de Roland Perry, The Shaman. Et nous venons de parler à Roland à l'instant, et il va écrire le prochain livre. Donc, voilà un peu de contexte. Et c'est une semaine très prometteuse, parce que comme je l'ai dit, ils ont reconnu que Martin Fleischmann, la fusion froide, cette expérience a été reproduite par de nombreuses personnes. Mais ils ne voulaient pas que cela se sache. Et ils ne voulaient pas non plus reconnaître les plasmoïdes. Parce que si vous remontez au texte sanskrit, le Vajra était un instrument pour créer des plasmoïdes de type foudre en boule, appelés Vidyut. Et cela était reconnu comme l'arme la plus puissante de l'univers, parce que les plasmoïdes sont les entités les plus puissantes. Tout dans l'univers, y compris votre cœur, est en réalité un générateur de plasma. Votre intuition, votre cœur et votre pressentiment fonctionnent grâce aux plasmoïdes que génère votre cœur. Lorsque votre cœur crée un vide, les microbules dans le sang augmentent de taille et quand ils commencent à pomper, ces bulles se contractent. Ainsi, il existe naturellement des plasmoïdes dans votre sang. C'est une sorte de seconde intelligence, car les plasmoïdes sont indissociables du nuage de Kordylewski qui nous entoure, et dont le volume est 18 fois supérieur à celui de la Terre et de la Lune réunis. Les plasmoïdes sont des entités vivantes. Ils créent leur propre maison, qui est parce qu'ils génèrent du carbone. Et le carbone, pour simplifier, c'est en fait 3 héliums, 2 protons, 2 électrons, 2 neutrons, 2 de 2. Si on rassemble 3 héliums, on obtient 666, le carbone. Si on en prend 4, c'est 888, l'oxygène. Donc, tout est très simple. Dans notre installation, je transforme simplement le carbone en oxygène en y ajoutant de l'hélium, qui résulte de la fusion de 2 atomes d'hydrogène. Roland Perry, avec qui nous venons justement de parler, a écrit un livre, et il a raison. Vous l'entendez ici pour la première fois, un nouveau livre va bientôt sortir. Il s'agit du travail d'Oliphant et Rutherford, consacré à leur étude de 1934, dans laquelle ils démontrent que la fusion de 2 atomes d'hydrogène donne naissance à un atome d'hélium. Une partie de tout ce processus, c'est que j'ai réussi à intégrer tous les éléments dans le plasmoïde. La manière dont nous l'utilisons dans le générateur d'orage est la plus simple possible. Nous prenons simplement le vide généré par le moteur, et ce vide, d'un côté, pousse en réalité l'air à travers l'eau. Ainsi, l'air n'est pas aspiré, mais poussé à travers par la différence entre le poids de l'atmosphère et le vide de l'autre côté de l'eau. C'est ce qui le propulse. Ensuite, ces bulles se retrouvent dans le vide et les microbules se dilatent. En réalité, seules les microbules peuvent former des plasmoïdes, car sinon elles seraient déformées par la force du flux. Elles doivent donc être suffisamment petites pour rester à l'intérieur du courant sans en être déplacées. Lorsqu'elles s'effondrent vers ce point zéro. Et ce point zéro est la colle qui les maintient ensuite ensemble, parce qu'il possède son propre puits gravitationnel. Les champs électromagnétiques ont une forme de symbole infini, c'est cela. Mais c'est dans les vidéos et les notes de Straight Foundation Earth, vous y verrez ce type de modèle. Donc, fondamentalement, la formation des plasmoïdes est causée par 3 choses dans l'univers.
Quand une météorite entre dans l'atmosphère, il y a un cisaillement multi-axe, d'accord? Et vous avez l'énergie libre, des protons libres, des électrons, des ions, d'accord? Et puis vous avez de l'eau qui est présente dans l'atmosphère. Et donc, lorsque les météorites frappent, on observe souvent ce phénomène de foudre en boule qui provient de la séparation des charges qui se produit dans ces environnements. Donc, quand on met les gaz d'échappement d'un côté, c'est positif, et quand on a le vide qui passe par le centre, c'est négatif. Dans notre générateur d'orage, nous créons une séparation de charges. Et comme cela doit passer par un chemin donné, il y a un cisaillement multi-axe. C'est donc l'environnement idéal pour créer du plasma et des plasmoïdes. Je pense que cela répond à la première question. D'accord, merci beaucoup. C'est assez impressionnant. Et merci aussi pour l'annonce du livre, ainsi que pour toutes ces informations partagées pour la première fois. Donc, chers spectateurs, soyez attentifs à la sortie à venir. Très bien. Passons à la question suivante. Quels sont les processus physiques qui permettent au plasma de rester contenu dans un plasmoïde sous la forme d'une sphère ou d'un tore ? La fusion froide, qu'on appelle désormais la fusion par confinement dans la maille cristalline, c'est la même chose. Mais ils ne veulent pas admettre que c'est la même chose. Vous pouvez consulter les publications récentes à ce sujet. Mais le processus, ce qui distingue les plasmoïdes nés dans l'eau, c'est qu'ils possèdent une gaine aqueuse. Et cette gaine est assez simple, parce que vous avez une charge nette négative. Ce qui signifie que vous avez plus d'électrons que de protons en rotation. Et donc, vous avez une captation. Et à cause du mouvement horaire qui génère une charge négative, c'est comme s'il s'agissait de son propre générateur, un champ électromagnétique autonome. Mais la gaine d'eau, comme la tension de surface de l'eau, demeure. Donc, lorsque la bulle s'effondre dans le point zéro, elle conserve cette tension de surface. Et c'est très intéressant parce que ce que cela provoque, c'est que la charge positive est attirée vers l'intérieur, c'est-à-dire l'hydrogène, et l'oxygène est repoussé vers l'extérieur. J'ai un excellent exemple à ce sujet, et je devrais probablement m'y référer, car c'est quelque chose d'extrêmement difficile à décrire avec des mots. Alors, je vais essayer et vais montrer quelques photos pour que les gens puissent voir ça. Voici le processus. Si vous avez un plasmoïde chargé positivement, c'est un plasmoïde net positif. Bien sûr, chaque force a une force égale et opposée. Donc, dans notre générateur d'orage, c'est basé sur ce principe fondamental très simple. Numéro 1, c'est ce que les gens ne savent pas. Et ils devraient savoir que lorsque vous mettez de l'essence dans votre voiture, 33, si vous mettez $100 d'essence, 33 $ vont pour faire avancer la voiture. Et 66 $ sont gaspillés. Maintenant, c'est 66 $. Je les utilise et je récupère juste la moitié, ce qui est bien. Si vous récupérez la moitié de cela, ce serait la puissance totale du moteur. Vous réduisez juste de moitié la chaleur perdue. Donc, c'est un système de récupération de chaleur perdue. Un système de récupération d'énergie perdue. Donc la chaleur perdue est transformée en plasmoïde dans le générateur d'orage, par le cisaillement multi-axe et la séparation de charges. Ils sont maintenant chargés à l'extérieur. Vous avez les plasmoïdes positifs qui sortent après avoir été utilisés dans la chambre de combustion, avant d'y entrer. Cette charge négative met tout l'hydrogène au centre, car elle attire l'hydrogène et pousse tout l'oxygène. Et c'est une sorte de visualisation de cela. Voilà le positif au centre, et voici le négatif au centre. C'est en fait assez intéressant parce que c'est géométrique, si vous voulez, un multiplicateur de force de géométrie sacrée, tout simplement parce que dans le cas du négatif, cela augmente le négatif net, car vous mettez tout l'oxygène à l'extérieur, ce qui est négatif, et tout l'hydrogène à l'intérieur, ce qui est positif. Et l'inverse se produit ici, où si vous avez un positif net, il attire l'oxygène et met l'hydrogène à l'extérieur. Vous avez donc une multiplication de millions de fois de la différence de potentiel simplement par la géométrie.
Eh bien, vous savez, c'est ce qui n'a pas été compris. Randall Carlson a beaucoup travaillé sur la géométrie sacrée. Et c'est de cela qu'il s'agit. La géométrie est ce qui devient le multiplicateur de force. Bref, c'est le fondement de la théorie que j'ai traversé pour assembler ce modèle unifié, le modèle unifié des plasmoïdes. Vous pouvez vous y référer. Il existe aussi des affiches disponibles à ce sujet. Et puis nous avons aussi ici un résumé qui parle de ce qu'est le temps, car l'idée principale est qu'il s'agit de fréquences. Et toute notre technologie fonctionne sur fréquence. Donc fondamentalement, puisque le temps est le produit d'une image miroir des nombres, et donc j'ai compris cela. Et en l'ayant compris, cela m'a permis de calculer une nouvelle vision des mathématiques, de la physique et de la chimie. Ainsi, ce livre redéfinit toutes les choses que nous pensions savoir sur les mathématiques, la chimie et la physique, car en réalité, les mathématiques modernes ne représentent que 80%, 20% des véritables mathématiques. Et les 80% nous sont inconnus. Et ce livre nous ramène à ces 80% qui nous sont inconnus. Et fondamentalement, l'une des choses principales est que le temps lui-même est le produit de nombres égaux et opposés. Donc 8 fois 9 fois 10 égale 720. 10 fois 9 fois 8 égale 720. 720 par 720 égale 518 400. Soit 518 400 secondes, les 6 jours de la création. La Lune parcourt 51 840 miles en 24 heures. L'angle de la pyramide de Khéops est de 51,84 degrés, ce qui signifie qu'il fait de la chambre du roi un angle de 25,92 degrés, qui est le point de fusion de l'hydrogène. Donc, vous savez, à l'intérieur, dans la chambre du roi, vous avez le soi-disant sarcophage ou autre. Mais en réalité, c'est là où l'arche de l'Alliance était. Et ses dimensions sont de 2,5 coudées par 1,5 coudées par 1,5 coudées, ce qui signifie que l'arche de l'Alliance fait en fait 5,625 coudées carrés. Multipliez cela par 64 et vous obtenez 360 degrés. Tout cela fonctionne ensemble, et en revenant à la Lune, qui est notre chronomètre, elle parcourt son propre diamètre, 260 miles, en 1 heure. Ainsi, en 12 heures, elle aura parcouru 25 920 miles, ce qui correspond aux 25 920 ans du zodiaque. Chaque signe du zodiaque représente 2660 ans, tout comme les 2660 ans du diamètre de la Lune. Et la distance moyenne entre la Lune et la Terre est 108 fois le diamètre de la Lune. La distance moyenne entre le Soleil et la Terre est 108 fois le diamètre du Soleil. Donc, toutes ces choses sont une conception intelligente. Ils sont tous parfaits. Ils sont tous en résonance. Et c'est ce que démontre le modèle unifié des plasmoïdes, que toutes choses sont en résonance. Et maintenant, c'est prouvé hors de tout doute, car Sheila Raymond a réalisé un travail à l'oscilloscope qui a montré que tous ces nombres sont cohérents. Ils forment donc une seule et même structure. Pour revenir à ce que j'ai fait avec tout ça, si vous prenez 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6, cela donne 720. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 ou 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, dans les deux cas, cela donne 720. Encore une fois, 720 x 720, cela fait 518 400. Et dans tout cela, le nombre 2592 que j'ai mentionné, qui est la distance que parcourt la Lune en 12 heures, et 25,92, qui est l'angle de la chambre du roi, si vous les assemblez, les mettez en miroir et les multipliez, cela donne 129 600, qui est une unité d'énergie de fréquence résonante pour toute chose, que nous avons découverte. Et lorsque Sheila Raymond a perdu 12 ans à chercher une fleur à 6 pétales à l'oscilloscope, et enfin, lorsqu'elle a utilisé ce chiffre, elle a trouvé sa fleur à 6 pétales, ce qui était l'œuvre de toute une vie. Le point important ici, c'est que toutes ces choses étaient bien connues autrefois, mais ne le sont plus aujourd'hui. La symphonie de l'univers? Oui, et même le diamètre du Soleil. Si vous prenez ce nombre et que vous regardez 8, 6, 4 et 4, 6, 8, son image en miroir, vous obtenez 36, 8, 6, 4.
Vous voyez? Donc tous ces nombres sont parfaits et ils fonctionnent tous en parfaite harmonie les uns avec les autres. Voilà ce dont quoi se trouve le secret de la fusion froide, qu'on appelle aujourd'hui fusion par confinement cristallin. Et le secret de tout l'univers, c'est que tout vibre à des fréquences précises. Et si vous y réfléchissez bien, c'est la seule façon dont cela puisse fonctionner. Car si quelque chose ne résonnait pas, il serait détruit. C'est comme le principe d'annulation de bruit dans un camion. Vous diffusez le même son, mais inversé. Oui, alors vous aplatissez complètement le bruit. Donc en gros, dans la vue d'ensemble, ce qu'on a intégré dans ce qui est aussi dans les notes et ce qu'on a intégré dans la technologie, c'est que le générateur de rage combiné au bulleur est simplement un mécanisme pour créer des plasmoïdes et les charger. D'accord, cela semble intéressant. Vous avez déjà abordé un peu les chiffres et les pyramides comme vous l'avez mentionné. Et un angle de 51,84 degrés, identique à l'angle d'inclinaison de la base de la pyramide de Khéops, est optimal pour éviter les turbulences lors du passage d'une sphère à un cylindre. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Parce que 51,84 est lié avec le temps et l'espace. Par exemple, la Lune parcourt 2160 miles en 1 heure. Ainsi, en 12 heures, elle parcourt cette même distance. C'est le même principe. Vous voyez tous ces éléments. Ce diagramme montre qu'ils sont tous liés. Donc, si c'est un angle de 51,84 degrés, c'est l'angle auquel l'énergie se déplace. Le temps se déplace. Donc, si vous avez l'angle du temps, c'est l'angle parfait. Cet angle permet de traduire une forme d'énergie ou une source en une autre. C'est un entonnoir à 51,84 degrés qui est en fait l'angle optimal pour que l'énergie se déplace, pour qu'elle passe d'une sphère à un cylindre. C'est l'angle optimal. L'angle de la pyramide de Khéops est de 51,84 degrés. Pourquoi ? Parce que c'est l'angle optimal auquel l'énergie se déplace. Donc c'est un dispositif de production d'énergie, la pyramide. Vous voyez, c'est à 51,84. Pourquoi ? C'est l'angle auquel l'énergie se déplace. Vous savez, et si vous changez cet angle, vous luttez. Si c'est moins, vous luttez. Si c'est plus, vous luttez. Là, c'est une traduction parfaite de l'éther en matière. Ou, vous avez de l'énergie dans n'importe quelle forme, dans une autre forme ou dans une fréquence différente. C'est une traduction. Encore une fois, tant d'années ont passé depuis que ces structures ont été construites. Mais encore une fois, la précision est stupéfiante, 51,84. Dans la chambre du roi, ils ont laissé pour nous le point de fusion de l'hydrogène, 25,92 degrés, afin que nous puissions le voir. Ils ont aussi laissé l'angle du temps, car qui aurait pu imaginer cela ? Par exemple, une année représente 518 400 secondes. Les 6 jours de la création et le temps de Brahma, 311 040. Ce sont tous les mêmes chiffres. Je pense que nous avons partiellement abordé cette question, mais si nous n'avons pas tout couvert, quelles sont les conditions nécessaires pour que les plasmoïdes génèrent de l'énergie ? Pouvez-vous partager des informations à ce sujet ? Si vous lisez les textes sanscrits, c'est très intéressant, car ce qui nous a été caché, c'est que cela provient des enseignements tibétains. Il s'agit de l'enseignement sur la multiplication de la force. Comment peut-on multiplier la force ? Si votre cœur est un générateur de plasmoïdes, alors les plasmoïdes sont les entités les plus conscientes et composent 99% de l'univers. On dit que notre organisme est basé sur le carbone et les hydrocarbures, et que les plasmoïdes vivent dans des tubules de carbone qui sont des diamants noirs, et c'est ce qu'ils créent. Maintenant, si l'on prend le plasmoïde lui-même et qu'on revient à la question de ce qu'il représente et d'où il tire son énergie, c'est un champ électromagnétique autosuffisant car il possède un point zéro, ce qui signifie qu'il puise son énergie dans l'éther. L'idée est que cela provient du fait qu'il y a un centre stable, et dans ce centre immobile, il n'y a ni temps ni espace, mais il y a toute l'énergie. C'est 10 puissance 36 ce que j'affirme dans ce modèle.
C'est pourquoi j'ai désigné cela ainsi. À l'extérieur, il y a ionisation, ici il y a une zone non ionisée bleue et la rouge est ionisée. Il y a un autre aspect fondamental de la manière dont l'énergie interagit avec la matière et l'éther. Comme je l'ai mentionné précédemment, en ce qui concerne les éléments, le temps est la forme matricielle dans laquelle la matière est créée, c'est-à-dire que le temps est une fréquence. Si le temps est une image miroir de lui-même, comme je l'ai expliqué, cela se produit tout le temps. Un autre point à considérer est mon enseignement du concept tibétain de Brahma, selon lequel un tour complet de notre galaxie prend 311 40 300 000 ans. Mais si vous prenez 518 400 secondes, les 6 jours de la création, et que vous multipliez cela par 60, vous obtenez le même nombre, 311 040 000. Cela signifie que deux cultures peuvent sembler complètement différentes, mais la différence vient d'un manque de connaissances. Et j'ai compris qu'elles décrivent le même nombre. Et étant donné le principe de multiplication de la force, cela montre que les plasmoïdes sont tous liés les uns aux autres. Parce qu'à travers ce point zéro, il n'y a ni temps ni espace. C'est un concept très difficile à comprendre pour les gens, parce que nous vivons dans une réalité de temps et d'espace. Du moins, c'est ce que nous croyons. Mais en réalité, s'il n'y a pas de temps ni d'espace, c'est comme ma parabole, l'œil de l'ouragan, où toute l'information est disponible. Mais si vous imaginez la vie comme étant sur les bords de l'ouragan, où vous êtes emporté et où toutes les épreuves de la vie sont à l'extérieur. Alors si vous pouvez atteindre le centre, il y a la paix, la connaissance parfaite, la paix parfaite et la vérité parfaite. Et aussi, le fait est que, d'accord, si cela a été prouvé avec l'oscilloscope, j'ai traduit cela en une machine qui peut être installée sur des moteurs, ce qui les rend écologiques et sans pollution. Et cela a été validé cette année. Cela a été validé indépendamment par une analyse indépendante. Et le fait est que nous avons prouvé que le carbone se transforme en oxygène dans le générateur d'orage, sous des pressions et températures littéralement considérées impossibles. Et maintenant, tout le monde l'accepte. Et c'est pourquoi, et c'était la fusion par confinement cristallin, parce que ce que j'ai fait, c'est que nous avons recuit ces sphères en acier inoxydable, comme si elles avaient été, quand on les emboutit ou qu'on les fait tourner, pour former la sphère, l'acier inoxydable, alors vous déformez toute la structure cristalline. Et seule une structure cristalline parfaite possède une charge centrée. Et c'est là que le plasmoïde peut se loger. C'est pourquoi nous recuisons l'acier inoxydable avant de le frapper, après l'avoir frappé, et après qu'il ait été soudé ensemble, nous le recuisons à nouveau. C'est ainsi que l'on crée les conditions idéales pour que les plasmoïdes forment un lieu où ils peuvent travailler. C'est le même principe que le Vajra, car en fait, le Vajra est un outil qui crée les meilleures conditions pour la formation des plasmoïdes. Et en parlant d'énergie, si vous imaginez les plasmoïdes du Soleil, s'ils possèdent un point zéro, ils peuvent transmettre cette énergie à n'importe quel plasmoïde dans l'univers, car dans le point zéro, il n'y a ni temps ni espace. Bien sûr. Chers spectateurs, je ne suis pas scientifique, mais en tant qu'être humain, j'essaie de comprendre autant que possible ce dont nous parlons. Et cela me rappelle ce que vous appelez, comment dire, les particules intriquées. Oui, indépendamment de l'entrelacement quantique. Oui, et l'entrelacement quantique est simplement un concept. Et j'ai prouvé cela aussi, parce que j'ai travaillé avec William Sam Conley, qui a travaillé pour une agence gouvernementale. Nous avons réalisé une expérience avec les plasmoïdes, parce qu'ils existent comme dans l'espace et le temps à la fois. Donc, on peut dire qu'il existe un point zéro, qu'il n'y a pas d'espace temporel en tant que tel, mais comme le montre ce modèle, il y a des coordonnées qui en découlent. Parce que si vous êtes dans le point zéro, c'est une chose. Mais vous êtes toujours connecté. Il y a des coordonnées autour de vous.
Vous savez, parce que depuis ce point zéro, cela s'étend. Donc, si vous dites par exemple que du centre de l'ouragan jusqu'à l'extrémité du bras de l'ouragan, il y a disons 1000 ou 500 miles, vous êtes toujours dans une direction. Vous savez, comme si cela tournait autour. Et donc, il y a toujours une relation dans le temps et l'espace. Je pense qu'il y a aussi une autre chose à propos de savoir et de connaître. Connaître la base de tout cela, c'était la conscience plasmoïde, c'est-à-dire la conscience du cœur, qui est votre intuition, mais aussi le fait de suivre votre cœur. Vous savez, et en travaillant avec le gouvernement indien sur ce sujet et sur le développement des plasmoïdes, nous venons justement de recevoir le résultat cette semaine. Ils avaient un moteur à injection de carburant, et ils ont obtenu, je crois, environ 0,15% d'oxygène avant d'activer la technologie, puis 20,45% d'oxygène après, donc des niveaux atmosphériques. Et la pollution est tombée. Par exemple, le dioxyde de carbone est passé d'environ 12% à, je crois, 0,3%. Et ensuite, le monoxyde de carbone est passé d'environ 6% à 0,25%. Ouais. Donc ces résultats arrivent maintenant en temps réel. La réalité, c'est que cela fonctionne, n'est-ce pas? La technologie fonctionne. Et elle est ancienne, mais nous l'avons perdue. Et le dernier véritable générateur de plasmoïdes auquel je pourrais vous renvoyer, c'était en réalité la mer de bronze de Salomon, qui se trouvait dans le temple original il y a 3000 ans. Et c'était l'accumulateur de charge. Si vous voulez, le chargeur de batterie de l'Arche de l'Alliance. Comme je l'ai déjà mentionné, l'Arche de l'Alliance s'intègre aussi dans ce système, parce qu'en réalité, ces dimensions correspondent toutes aux 360 degrés ici. Et les nombres s'alignent tous là-dessus de manière cohérente. Ainsi, le principe c'est que vous pouvez recharger les plasmoïdes dans notre générateur d'orage après qu'ils ont été générés dans le bulleur, et vous pouvez les décharger en leur appliquant simplement une charge positive. Cela libère alors l'énergie que vous avez récupérée de votre flux de chaleur perdu. Oui, voilà donc le mystère des plasmoïdes. Et la réalité, c'est que vous pouvez puiser une énergie illimitée, 10 puissance 36, ce qui est une quantité d'énergie incompréhensible pour nous. Vous pouvez l'extraire de ces formes de géométrie sacrée. Et c'est là que, selon moi, s'est mis en place un processus insidieux qui consistait à affirmer que tous nos enseignements anciens étaient faux, incomplets ou primitifs. Non, parce que si vous prenez les plasmoïdes, le roi Salomon utilisait justement les plasmoïdes pour tailler les blocs du temple et pour graver les diamants, parce qu'il avait une interaction consciente avec eux, une réaction consciente dans cette interaction. Les plasmoïdes, ce sont la conscience. Et les plasmoïdes, c'est la vie. Ils sont en fait le mécanisme homéostatique de la planète. Ils contrôlent la taille de la planète, la taille de la Lune, les distances. Ce sont en quelque sorte les véritables gardiens de la galaxie, car ils veillent à ce que tout fonctionne correctement. Ils constituent le centre créateur, le centre générateur, le cœur d'acier dont toute la matière provient. Ainsi, si vous considérez la permanence au repos, c'est l'œil du cyclone, mais c'est la cohérence et le centre parfait qui créent la tempête parfaite. Lorsque l'œil d'un ouragan s'effondre, la tempête entière s'effondre avec lui. Et c'est fascinant de voir comment la chose la plus simple, qui nous ramène encore une fois au plasmoïde, est le fondement de toute vie. Et ce qui est honteux du point de vue de l'humanité et profondément triste, c'est que nous avons perdu leur nom, perdu jusqu'à l'idée qu'ils aient existé, et perdu la relation que nous entretenions avec eux. Je pense que cela vient du fait que nous nous sommes confinés de plus en plus dans les villes, que nous avons perdu notre lien avec la nature. Et la seule façon pour moi de le retrouver a été de m'isoler, comme me l'avait dit mon maître tibétain. Malcolm, la bonne nouvelle, c'est que tu vas t'isoler, et tu recevras tout ce savoir. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsque tu retourneras dans le monde, tu seras tellement déçu que tu repartiras directement sur ton île. Eh bien, en réalité, je suis déjà à mi-chemin du retour vers mon île. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Le fait est, Dieu merci, que nous nous retrouvons déjà ici. Quand j'ai terminé le premier dispositif de fusion froide,
J'ai su que je devais écrire ces notes. En gros, c'était il y a environ 9 ans que j'ai commencé à les rédiger, parce que lorsque j'ai fait fonctionner le dispositif à coefficient, je ne comprenais pas encore ces questions. Je n'aurais pas été capable de répondre aux questions auxquelles nous répondons aujourd'hui. Mais cela dit, c'est à ce moment-là que j'ai déterminé que, sur Terre, personne au monde ne comprenait réellement la fusion froide et ce qu'elle était vraiment. En réalité, il s'agissait de l'interaction de l'éther avec la matière. Le Soleil est un dispositif d'empreinte du temps. Il imprime simplement le temps dans l'éther et cela crée la matière. Et donc, si vous avez du plasma et que vous appliquez n'importe quelle fréquence au plasma, vous pouvez créer l'élément que vous voulez. D'accord. Nous entrons maintenant un peu dans l'alchimie également. Oui, exactement. C'est bien cela. Et je pense que le point essentiel, c'est que lorsque vous connaissez la vérité sur la manière dont les éléments sont assemblés, alors une autre réalité s'impose. Il faut admettre qu'il s'agit d'une conception intelligente. Ce n'est pas quelque chose de purement aléatoire. Le fait est que l'âme, tout possède un plan, qui est votre plan issu de l'éther. Donc, vous prenez un plan éthérique, qui est une âme, le corps se développe à l'intérieur de ce plan, à partir de la distribution fréquentielle qui s'y trouve, ainsi le corps croît en lui. Et donc, évidemment, l'âme, à l'intérieur de laquelle le corps se forme, survit. Ce plan existe toujours, et il se poursuit. Ainsi, dans cette vie, nous avons une opportunité pour que ce plan apprenne et pour que nous puissions agir et évoluer. Je pense avoir eu la chance d'avoir de très bons mentors. Même Guy Obolensky, sans doute le plus grand scientifique aux États-Unis, est l'un des plus grands au monde. Et aujourd'hui, je travaille avec Robert Herrick au Nouveau-Mexique, qui est lui aussi l'un des plus grands scientifiques au monde. Nous écrivons un livre sur tout cela afin de le traduire à partir de ces concepts que personne ne comprend pour l'instant dans un langage conventionnel, compréhensible. Parce que je pouvais le faire. Tout le monde m'a conseillé, comme Murray King, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la fusion froide et d'autres sujets. Murray, lorsqu'il m'a présenté à la conférence Tesla Tech à Albuquerque au Nouveau-Mexique, a déclaré « Les notes de Malcolm, il faudra 10 ou 20 ans avant que nous ne comprenions ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'elles contiennent. » Mais il a dit « Vous savez, il y a déjà suffisamment de matière là-dedans. Et le fait que le dispositif de fusion froide fonctionne, ce qui est le générateur de rage, en est la preuve. Et puis, j'ai un dispositif direct matière-énergie, qui est la prochaine génération, destiné aux voyages spatiaux. C'est, si vous voulez, un propulseur par distorsion. Et je vais vous montrer cela tant que j'en ai l'occasion. Voici donc le dispositif de propulsion directe matière-énergie. C'est en réalité un mécanisme par lequel on utilise les plasmoïdes comme moyen de propulsion. Oui, et en gros, ce sont les turbines qui ont été construites et les essais que j'ai réalisés. Et tout cela figure dans mes notes. Vous y trouverez un mécanisme dans lequel ce système est entraîné, ainsi que la séquence selon laquelle il est activé. Je vais retrouver cela ici. Oui. Voici l'image du moteur à propulsion directe matière-énergie. D'accord. Donc, en entrant plus profondément dans la physique, comment l'effet des ondes électromagnétiques sur le plasma dépend-il de la fréquence de l'onde ? Donc, en gros, si vous revenez aux fondamentaux, comment la matière s'est-elle formée dans notre système solaire? Eh bien, elle vient du Soleil, c'est la base. Et qu'est-ce que le Soleil? C'est un dispositif d'empreinte de fréquence. Et d'abord, il imprime la fréquence de l'hydrogène qui correspond au nombre 2592. Pourquoi est-ce important? Parce que, comme je l'ai dit, 2592 moins 259,2, avec 0 comme point de fusion de l'eau, eh bien cela donne la grande année. 25 920 ans. Donc voilà, c'est la fréquence de notre système solaire qui est liée au premier élément, l'hydrogène. Et là, notre société découvre avec surprise que l'hydrogène est en fait un groupe, pas un élément. Ce qui choque pas mal de gens. Mais aucun des grands scientifiques à qui j'ai parlé ne savait que le Soleil est en réalité composé de protium, et non d'hydrogène.
Si vous consultez un dictionnaire, vous verrez que le Soleil est composé de protium. L'hydrogène n'est qu'un groupe. Alors je dis, attendez une minute, ce n'est pas ça. Et je vois toute la société répéter « hydrogène, hydrogène ». Mais je dis « attendez une minute, ça n'existe pas. Ce n'est pas un élément ». Nous avons donc une société qui, comme je l'ai dit, a perdu 80% de sa masse. Et probablement 80% de son langage également. Parce que le langage, autrefois, voilà pourquoi nous ne pouvons pas interpréter correctement les textes sanscrits anciens. Parce qu'ils contenaient des images et aussi les nombres eux-mêmes. Chaque lettre avait un nombre correspondant, comme Pythagore qui avait étudié cela. Il était un alchimiste. Et qu'est-ce que l'alchimie ? Nous en avons parlé. L'alchimie, c'était simplement la connaissance, car al signifiait étudiant, et Kemet était l'ancien nom du Nil. Ainsi, depuis des millénaires et encore aujourd'hui, tout le monde se réfère à la bibliothèque d'Alexandrie. Platon, Pythagore y sont allés. Mais Pythagore n'était pas son vrai nom. Ce qu'il a fait, c'est créer un nom qui additionnait 86, le nombre du Soleil. Quand j'ai étudié les nombres, j'ai remarqué que chez les Grecs, chaque lettre grecque avait une correspondance numérique, comme en hébreu. C'était de 1 à 9, puis de 10 à 90 et de 100 à 900. Et quand on les lit ainsi, cela donne 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 et 999. Ce sont les 9 premiers éléments, puis ils se répètent. Eh bien, devinez quoi? La langue hébraïque dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. » En fait, la langue hébraïque vous dit que les 9 premiers éléments sont 111 égale hydrogène, 222 égale hélium, 333 et 666 égale carbone, 777 égale azote, 888 égale oxygène, voilà. Vous avez donc dans la Bible, censée être un document ancien, l'indication que dans la Genèse, la langue hébraïque, que Nikola Tesla a lui-même citée, donne en réalité les 9 premiers éléments. De façon inattendue. Oui, la vérité, c'est la vérité. Oui. Alors, je ne sais pas si nous avons vraiment répondu à la question, mais comment l'effet des ondes électromagnétiques sur le plasma dépend-il de la fréquence des ondes? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est imaginer que, vous savez, toute fréquence génère une forme. Les figures sont appelées comme on veut. Ainsi, vous pouvez appliquer une fréquence à n'importe quel milieu, et vous créerez des vibrations. En gros, si vous appliquez la fréquence de n'importe quel élément, et vous pouvez calculer cette fréquence, dans mes notes, j'ai montré comment on pouvait utiliser l'exemple du protium. Parce que le protium, encore une fois, la Lune parcourt son propre diamètre, soit 2160 miles en 24 heures, en seulement 12 heures. Et cette même distance en miles correspond à la période de précession de l'étoile, soit 2160 ans. Donc, en réalité, la distance et le temps s'expriment comme une seule et même chose, distance et temps. Et puis, je développais le concept de l'air-volume-temps, qui figure dans mes notes. Ici, page 368, j'ai repris les éléments et j'ai appliqué le même principe. Le temps était, comme je vous l'ai expliqué, des nombres égaux et opposés. Donc, si le temps est constitué de nombres égaux et opposés, alors tout est constitué de nombres égaux et opposés. C'est ainsi que la matière est construite, à travers la fréquence, qui est le temps multiplié par les empreintes du temps dans un dispositif d'impression temporelle. Et si vous regardez mon résumé ici, celui que nous examinions auparavant, vous y trouvez le schéma de l'effondrement d'une bulle. Il montre au public comment une bulle s'effondre et comment, lorsqu'elle s'effondre, elle crée un plasmoïde. Et ce plasmoïde se charge et se décharge dans notre technologie. Mais en revenant au résumé original dans mes notes, vous trouvez ici le nombre que j'ai déjà mentionné, celui qui renvoie à 129 600. L'unité d'énergie de fréquence résonante est le produit du point de fusion de l'hydrogène, reflété par des nombres égaux et opposés.
259,2 et 2592. Ainsi, la fréquence appliquée à l'éther, si vous prenez l'hydrogène et que vous suivez la séquence alpha comme Alpha Prospects, qui est l'une de nos sociétés que nous introduirons en bourse l'année prochaine, l'échelle alpha signifie que vous pouvez monter d'un élément à un autre. Ainsi, 2 atomes d'hydrogène fusionnés produisent de l'hélium, puis 2 héliums donnent, ensuite vous obtenez le lithium, le beryllium, le bore, puis 666 correspond au carbone, 777 à l'azote, 888 à l'oxygène et 999 au fluor. Ensuite, la séquence se répète. Comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de la langue hébraïque, c'est la même chose avec le sanskrit. Nous avons conservé cette connaissance tout au long de notre histoire. Il est temps pour la vérité. Et c'est bien cela que nous cherchons. Tant de choses, comme vous l'avez dit, que nous, en tant qu'humanité, ne remarquons pas, ou que nous ne voulons pas voir. Et même ce que vous avez mentionné au sujet des premiers versets de la Bible, nous parlons en réalité du monde. Mais qu'est-ce que, autrement dit, le monde? C'est le verbe. C'est une onde qui possède une fréquence. Et pour revenir au sujet, Sur la manière dont la fréquence se forme. Un liquide, si vous le versez dans une tasse ronde, prendra une forme ronde. Si vous y réfléchissez, une forme cristalline. Si la tasse est carrée, alors ce sera une forme cubique. C'est le carbone. Et si vous ajoutez encore quelques angles, cela devient l'oxygène. C'est la forme du récipient qui détermine la forme de l'eau. Et si le Soleil est un dispositif d'empreinte de fréquence, dans mes notes, j'ai relevé toutes les formes, monade, dyade, triade, tétrade. Chaque minéral possède une forme cristalline. Monade, dyade, triade, tétrade. Donc, en gros, le carbone est cubique. Et si vous regardez mon modèle, juste pour aller vite là-dessus, vous verrez que si vous prenez le carbone, vous obtenez 6 plans. Quand vous parlez des heures, vous aimez parler des heures, des plans et des distances. 6 plans, oui, pour former un cube. Et puis vous avez aussi les angles. Si vous observez les angles avec le compas, à 90 degrés, 6 plans. Dans mon modèle, cela montre que le carbone, ce sont 6 plans à 90 degrés, 6 qui forment un cube. Cela vous donne donc un exemple simple de fréquence, parce que les angles internes d'un cube sont de 2160 degrés. Et le cube solaire, ou carré solaire, si vous prenez en fait, c'est plus profond encore que la formule d'Einstein, E égale à mc carré, qui est de toute façon erronée, car il faut la corriger. L'énergie est égale à la masse, mais il faut multiplier cela par le spin, à droite ou à gauche, sens horaire ou anti-horaire. Et ensuite, il faut multiplier par la lumière, qui n'est pas une constante. Ce n'est que la vitesse de la lumière au point zéro. Mais si vous ajoutez le spin, vous pouvez soit accélérer, soit ralentir le temps. Donc en gros, vous devez tenir compte du spin gauche ou droit. Ainsi, la formule la plus profonde d'Einstein, c'est en réalité le carré solaire. 3456 moins le diamètre du Soleil, 864, qui correspond à l'éther. Vous obtenez donc le carré solaire, qui est la matière et l'éther, égal à 2592. Quelle simplicité! Pas de mathématiques compliquées, pas de longues formules. C'est simplement la différence entre l'éther et la matière. 3456, carré solaire, moins 864, éther, égale 2592. Et qu'est-ce que cela donne? Le temps. La grande année, 25 920. La chambre du roi, 25 920. L'angle, 51,84. La distance parcourue par la Lune en 12 heures, 25 920. D'accord. En avançant, je vais simplement laisser cela à nos spectateurs. Parce que la quantité d'informations qu'ils ont entendues pendant ces quelques heures, je pense que cela leur donne déjà une base suffisante pour des années et des années d'exploration et de plongée dans le sujet. Plonger plus profondément. Parce que, comme l'a dit Murray King, il faudra 10 ou 20 ans avant que quiconque ne comprenne ne serait-ce que 10% de ce que j'ai écrit. D'accord. Donc, pour avancer, quelle température pensez-vous qu'il est maintenu à l'intérieur du plasmoïde? Littéralement, les mêmes pressions et températures que celles du Soleil. Oh!
Ouais, parce que c'est un point tellement petit, vous savez, donc vous n'avez aucune idée de l'échelle, vous voyez ce que je veux dire. Comment pouvez-vous le mesurer? Parce que c'est si minuscule. Ouais, mais les calculs sur l'implosion. En fait, Oppenheimer et Snyder ont écrit un article mathématique en 1939. C'est aussi une révélation qui risque de ne pas plaire. Et si vous lisez ça, ils ont calculé, parce qu'en fait, souvenez-vous, la bombe atomique a commencé avec l'implosion, parce qu'elle avait une sphère, explosif haute puissance, non? Et qu'est-ce qu'elle a fait quand tout a explosé en même temps? Elle a implosé. D'accord. Donc, c'était un dispositif explosif. Puis, cela a déclenché une autre réaction. C'était une explosion. Mais l'essentiel, c'est quoi? En gros, si vous regardez la fusion froide, ou comme on l'appelle maintenant la fusion par confinement dans la maille cristalline, eh bien c'est précisément pour cela que c'est une technologie sûre. Et j'en parlais avant de m'éloigner un peu du sujet, mais l'enveloppe d'eau qui forme, si vous voulez, la peau du plasmoïde, constitue une frontière non rayonnante. Donc tout ce qui se produit dans l'intérieur ne laisse échapper aucune radiation. C'est propre, vous voyez? Et le grand mensonge qui est propagé aujourd'hui, c'est de dire « Oh, il y a quand même des radiations. Bon, vous ne pouvez pas les mesurer, mais croyez-nous, elles sont là. » Non, il y a une frontière non rayonnante. C'est propre, voilà tout. Et donc, nous avons des plasmoïdes générés dans notre corps chaque minute, chaque heure. En gros, le champ électromagnétique autoconfiné est un champ de confinement. Rien n'en rayonne vers l'extérieur, point. Mais s'ils sont créés dans l'air, ils n'ont pas cette... Vous savez, ils n'ont pas cette enveloppe d'eau. En revanche, ils peuvent se former dans les nuages, où ils possèdent bien une enveloppe aqueuse. Donc, ce n'est pas pareil. Mais si c'est de l'air sec, comme dans un laboratoire par exemple, ou dans le vide, et que vous les créez là, sans enveloppe, alors oui, il y a radiation. Ce sont donc deux phénomènes totalement différents. Eh bien, la vérité est, espérons-le, inarrêtable. Et plus nous faisons entendre la vérité, plus nous mettons au jour la véritable réalité de ce monde. Plus il devient difficile de cacher une aiguille dans un sac. Oui, oui. Vous savez, cela nous ramène à l'idée qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que si vous lisez les Védas et que vous regardez dans l'histoire ne fait que se répéter. Oui, on repasse sans cesse par les mêmes cycles, encore et encore. Ouais, c'est vrai. D'accord. Monsieur Malcolm, une autre question intéressante. Dans une interview avec George Lush, il a été mentionné que pendant l'opération de votre installation, il a enregistré une différence de température de 100 degrés sur une distance de 10 cm à l'intérieur de la sphère. La partie supérieure de la sphère était nettement plus chaude que la partie inférieure. Cet effet peut-il être associé à la présence de plasmoïdes? De plus, dans les sphères non durcies, les soudures semblaient être plus chaudes que le reste de la surface de la même quantité de 100 degrés. Comment expliqueriez-vous cela? Eh bien, encore une fois, c'est parce qu'ils ont une structure. Et tout le principe des tornades jumelles, c'est que vous avez une tornade qui tourne dans une direction et une autre dans l'autre. Et comme pour une galaxie, vous avez des bras. Ainsi, tout s'organise de cette manière. Vous avez des intervalles et ces bras se croisent. Cela crée donc, vous savez, des lignes droites. Je veux dire, la meilleure mesure que j'ai obtenue, c'était à quelques millimètres près. J'avais une température mesurée avec un véritable thermomètre thermique adapté. Nous avons réalisé les mesures avec des thermocouples certifiés de type N. Pour commencer, l'air entrant depuis le moteur, quand nous avons placé le thermocouple de type N à cet endroit et que nous avons simplement fait tourner le moteur normalement, il affichait 260 degrés Celsius dans le flux d'échappement. Lorsque nous avons activé la technologie, la température est montée à 700 degrés Celsius. Voilà, c'est l'une des mesures réalisées par George Lush. Il a fait ce travail. Nous avons obtenu des graphiques et un relevé de ces résultats. Mais dans l'appareil lui-même, j'ai observé qu'entre le tuyau sortant du centre, par le haut, lorsque nous avions le flux traversant, à quelques millimètres près, on mesurait 770 degrés Celsius directement sur la sphère.
alors que le tuyau sortant affichait 40 degrés. Et ils étaient en contact séparés seulement de quelques millimètres. L'un était noir, l'autre rouge cerise. On pouvait le voir clairement. Pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'il se passait là quelque chose. Et c'est ce que George a observé lorsque nous travaillions sur la voiture. Lors de la conférence en Caroline du Nord, on pouvait clairement voir cette ligne. Parce qu'au fond, il est question de géométrie. Et l'effet repose sur l'existence évidente d'un tissu sous-jacent, un tissu éthérique, sur lequel tout fonctionne. C'est comme un échafaudage, si vous voulez, et tout doit fonctionner à partir de cet échafaudage. Donc, si vous avez des pois chauds, c'est à cause de la nature de cet échafaudage, selon l'endroit où il est présent ou absent. Et les pressions et les températures y sont pour beaucoup. Assez souvent, en circulant, vous voyez apparaître un équateur de cette façon, parce que cela passe littéralement du rouge cerise au noir, juste en une ligne, n'est-ce pas? Donc, à l'horizontale, vous avez aussi bien des structures horizontales que verticales, parce que vous avez ces cellules ou ces systèmes qui produisent alors des zones chaudes et froides, des nœuds et des creux. Ainsi, les nœuds chauds sont des nœuds et les creux sont froids. Voilà. C'est ainsi que cela fonctionne. Et c'est pourquoi George Lush s'est rendu récemment en Inde également. Il a contribué à la construction du modèle que je viens de décrire, celui qui a donné ces résultats remarquables, oui. Et George est maintenant de retour à Londres, mais il a participé à la mise en place des grands ensembles de générateurs avec des sphères de 24 pouces, ainsi qu'aux constructions avec les petites sphères de 432. Il a aussi travaillé au développement des géométries et du procédé industriel avec nos équipes récemment sur ce projet. Merci. Eh bien, vous avez un peu abordé la partie moteur, mais voici la question. Pourquoi le moteur à combustion interne, fonctionnant à l'essence, dans votre dispositif, émet-il de l'oxygène pur au lieu de substances nocives? Comment cela peut-il s'expliquer? Et ce processus peut-il être contrôlé? Oui. Eh bien, c'était quelque chose de simple. Cela nous ramène à Oliphant. Nous avons publié dans le livre de cette année, Oliphant et Rutherford ont 90 ans de retard. Allons donc. Nous avons 90 ans de retard par rapport à ce qui aurait pu être fait à l'époque. Et en réalité, nous savons que cela s'est produit il y a 90 ans. C'est simplement une branche de la science dont l'humanité a été privée. L'essentiel, c'est que chacun de nous possède en réalité sa propre source d'énergie, de sorte que nous ne soyons pas taxés. Ainsi, nous n'avons pas une poignée de gros bonnets tout en haut, tandis que tout le monde meurt de faim en bas, n'est-ce pas? Parce que si un téléphone portable possède un Direct Energy Drive, il peut alimenter cet hôtel, il peut faire fonctionner votre voiture, il peut alimenter votre maison. Vous pouvez le brancher, et chacun pourrait monter dans un avion avec son téléphone, les brancher, et l'avion pourrait voler indéfiniment. C'est intéressant. Tu sais, c'est l'inverse. Tu branches ton téléphone à l'avion et c'est l'avion qui fonctionne, parce que chacun a sa batterie. Donc, pas besoin d'éteindre le téléphone. Bonne nouvelle. Oui, eh bien oui, on n'interférera pas avec les plasmoïdes. Si nous nous débarrassons du pétrole et du gaz maintenant, vous savez, le diesel a 100 fois la densité énergétique d'une batterie, n'est-ce pas? On ne peut pas remplacer cela. Et les batteries sont de toute façon un grand mensonge parce qu'elles explosent toutes en flammes. Et si vous prenez réellement l'équation énergétique, il me serait difficile de croire quelqu'un qui voudrait me convaincre qu'elle dépasse 10% de rendement énergétique. Je veux dire, un moteur à combustion interne n'a qu'un rendement de 33%. Une centrale électrique classique au charbon, une centrale thermique à charbon, n'est qu'à 28% de rendement. Et peut-être qu'en l'optimisant un peu, vous pouvez monter jusqu'à 45%. Je pense qu'en optimisant un moteur à combustion interne avec beaucoup de dispositifs externes, comme les gros moteurs marins qui utilisent l'injection d'eau et tout le reste, vous pouvez peut-être les pousser jusqu'à 50%. Mais cela reste quand même 50% d'énergie perdue. Donc, quand on regarde cela en détail, et le mensonge de l'économie de l'hydrogène, parce que l'économie de l'hydrogène, la seule façon réelle de produire de l'hydrogène, c'est en détruisant des hydrocarbures. Donc vous avez déjà perdu la moitié de votre énergie. Bref, tout cela n'est, à mon avis, qu'une fraude intellectuelle. D'accord. Lorsque le générateur passe en mode de fonctionnement, en ne libérant pratiquement que de l'oxygène, quel est alors son carburant? Grâce à quel combustible fonctionne-t-il et quelle en est la consommation?
Donc les plasmoïdes récupèrent l'énergie perdue, probablement dans les 66% gaspillés. Ils en capturent environ 20 à 30% qu'ils réintroduisent ensuite dans le moteur. Il y a donc cette boucle de rétroaction. Les plasmoïdes injectent plus d'énergie dans le système et en retour, il en ressort davantage pour qu'ils puissent en capter à nouveau. La boucle de rétroaction est donc réglée à ce rythme. Ainsi, sur le plan de la consommation de carburant, vous parcourez 30% de distance en plus avec la même quantité de carburant, simplement grâce à cette récupération. C'est un système de récupération d'énergie perdue. Et certains disent « Oh, c'est une énergie gratuite ». Non, vous l'avez déjà payée. Moi, je ne fais que récupérer une partie de ce que vous avez payé. Maintenant, lorsque cette technologie sera perfectionnée, elle passera à l'étape suivante. Nous utiliserons le pétrole pour produire des protéines, car les plasmoïdes peuvent transformer le pétrole en protéines. Et les protéines valent 10 fois plus cher que l'essence. Donc, en pratique, cela s'équilibrera autour de 2 à 3 fois plus selon l'offre et la demande. Ainsi, pour l'industrie pétrolière, la transition peut se faire facilement car nous allons utiliser des protéines dont le monde a besoin et fertiliser les océans avec ces protéines et avec du fer. C'est la prochaine étape à franchir pour obtenir des crédits carbone et le faire de manière responsable. Nous avons donc la réponse à cela aussi. C'est une situation gagnant-gagnant pour l'industrie pétrolière. Elle gagne plus d'argent et nous parvenons à doubler l'efficacité au fil du temps avec le perfectionnement de la technologie. Mais d'ici là, l'industrie pétrolière vendra des protéines, fertilisera les océans et obtiendra des crédits carbone pour cela. C'est donc tout un nouveau système que j'essaye de mettre en place. D'accord. Eh bien, c'est assez impressionnant. J'espère que nos spectateurs apprécient cette discussion autant que nous. Et une fois que tout le monde comprendra le plasma et les plasmoïdes dans un sens commercial, nous résoudrons un gros problème lié au CO2, car on peut transformer le dioxyde de carbone. Et Robert Howard rédige cet article. Et l'article de 1934, comme je l'ai dit, avec Oliphant et Rutherford, puis celui de 1939 sur les bulles en implosion avec Oppenheimer et Snyder, et vous savez, celui de 1957 avec Sir Winston Bostick. Winston Bostick, et ensuite Ken Shoulders, qui a consacré toute sa vie. Il avait prouvé la production et l'utilisation des plasmoïdes. Mon Direct Planet Energy Direct Matter to Energy Drive vient directement de ses notes et de son PowerPoint où il tirait sur une plaque de cuivre et ce qui en sortait se déplaçait à 450 000 miles à l'heure. Wow! Oui! Et c'était exactement le même résultat que celui de Winston Bostick. Donc vous pouvez voler dans l'espace à 450 000 miles à l'heure et vous transformez le cuivre en or en le faisant. Donc plus lourd. En fait, vous gagnez davantage d'inertie en avançant, et donc plus de potentiel. Le point, c'est que ces schémas figurent dans mes notes du Direct Energy Drive, qui découlent directement de cela. Personne n'a contesté les chiffres. 450 000 miles à l'heure, 200 000 livres par pouce carré. Pour donner une idée, 36 pouces de diamètre, c'est environ 1018 pouces carrés. Donc, un cercle de 36 pouces de diamètre correspond à 1018 pouces carrés. Or, pour un F-35, la poussée de la turbine de 36 pouces tourne autour de 40 000 livres de poussée. Et avec notre technologie, c'est 200 000 livres de poussée par pouce carré. Donc, c'est 5000 fois plus puissant. Bref, il n'y a pas de comparaison possible. Et voilà une vérité qui dérange. Encore une fois, en revenant à notre étude du Nil Kemet, à l'alchimie et à la bibliothèque d'Alexandrie avec ses 50 000 documents qui ont été brûlés quand les Romains l'ont incendié, à Carthage aussi, ils ont brûlé la bibliothèque. Nous avons donc perdu tous ces vestiges de savoir. Tout cela, encore une fois, c'est un savoir ancien, qui servait à tailler les pierres, déplacer les pierres, soulever les pierres. On pouvait tout faire avec les vides par la conscience. Et c'est cela que nous avons perdu. Je crois que ce qui me rend triste, c'est que je ne suis qu'un gamin de Tasmanie. Et j'ai eu la chance d'avoir de bons mentors. Mais je n'aurais jamais imaginé que, lorsque vous passez votre vie entière à chercher la vérité,
que vous la trouvez et que vous la documentez, alors vous devenez la cible de tentatives d'assassinat, de lynchage médiatique, d'opérations obscures et tout le reste. Très décevant, mais comme je le dis, l'espoir est que nous ayons des entretiens comme celui-ci, parce que l'humanité ne veut pas être opprimée et ne veut pas être détruite. Oui, il est grand temps que la vérité triomphe afin de préserver les bribes de raison qu'il nous reste dans notre humanité pour espérer survivre. J'essaie de faire connaître mon histoire. Cela fait partie du processus, parce qu'il s'agit d'une histoire personnelle. Je voulais simplement découvrir la vérité, pour le bien de l'humanité. Monsieur Malcolm, a-t-on mené des expériences en modifiant les paramètres de l'installation? Et quels résultats cela a-t-il pu donner? Bonne question. Elle appelle une bonne réponse. Oui, c'est un dispositif d'empreinte fréquentielle. En fait, il démontre. Voilà la grosse chose et je la garde pour la fin. D'accord? Le public devine ce que représentent les sphères 432 et pourquoi sont-elles 432? Parce que le rayon du Soleil est 432. Et si vous prenez une sphère de 4 pouces, une sphère de 3 pouces et une sphère de 2 pouces, cela fait 51,84 pouces carrés. Waouh! Donc, je l'ai fait vibrer à la fréquence du temps lui-même. Wow. Alors, comment démonter la matière? Appliquez-lui la même fréquence qu'il a créée à l'origine. Aussi simple que ça. Voilà votre 51,84 final. Je l'utilise dans ma sphère. Les sphères, on ne les change pas. Mais si vous modifiez l'écartement des cylindres qui les séparent, il faut respecter les transitions appropriées. Vous devez rester sur 51,84. Sinon, vous ne pourrez pas transmettre cette énergie si l'on saisit bien le concept. D'accord. Une autre question. La vidéo affirme que la technologie est accessible à tous. Par exemple, un mécanicien peut-il reproduire et régler de façon autonome le fonctionnement d'un moteur équipé d'un générateur de plasmoïdes? Quelles compétences et quels équipements cela nécessite-t-il? Eh bien, pour l'instant, nous avons des unités préfabriquées qui sont vendues en Thaïlande via notre usine là-bas. Joe a d'abord fait mes recherches, oui, et j'ai conçu l'appareil de façon à ce qu'il puisse être construit dans l'atelier de n'importe qui. Je l'ai simplifié autant que possible, et en utilisant des trucs comme des tampons à récurer de cuisine, dans le buller et juste une lampe UV qu'on achète en animalerie pour un lézard. L'acier inoxydable est disponible et les sphères se trouvent dans le commerce. Donc oui, toutes les pièces. Les tuyaux en cuivre se vendent partout. Toutes les pièces et fournitures pour notre conception sont accessibles à n'importe quel bricoleur disposant d'un atelier courant, un étau, des outils pour cintrer les tuyaux, etc. Donc oui, c'est conçu comme ça. Mais notre objectif, c'est la production de masse. Nous produisons effectivement des machines en série. Nous voulons essayer de fabriquer une première machine en Irlande, puis l'envoyer en Inde pour qu'elle y soit reproduite, puis envoyer ces machines dans les quelques 200 pays du monde. Ainsi, tout le monde pourrait avoir la machine et pourrait transformer n'importe quelle pollution, que ce soit la combustion du charbon, tout hydrocarbure ou n'importe quel carburant, en une énergie utilisable, quelle que soit la source de chaleur. Que ce soit du kérosène, du diesel, du fioul lourd, cela va le purifier et le brûler plus efficacement. Pour le charbon, on réintroduit les plasmoïdes dans le lit du feu. Donc cela signifie qu'il y a du plasma dans le feu. Pas seulement une combustion chimique en surface. Vous avez en fait du plasma à la base du feu, issu des plasmoïdes. Ils se déchargent parce qu'ils sont globalement négatifs via l'eau. Et quand ils entrent, nous avons des prototypes construits pour des cheminées, des prototypes pour moteurs, moteurs de navires, turboréacteurs, tout moteur à combustion interne, tout réacteur à réaction, bref, tout ce qui génère de la chaleur et de la pression en excès et du vide. Je crée ça en tirant. Les plasmoïdes, j'ai un pistolet à plasmoïdes que Winston Bostick a construit pour la première fois en 1957. Ken Shoulders a ensuite commis son crime contre l'humanité car sa voiture à eau avait un pistolet à plasmoïdes.
Et bien sûr, dans son dispositif comme dans le mien, on voit dans les émissions d'échappement des artefacts. Ce sont des tubules diamantés d'un polymère, un polymère de plasmoïde lié au carbone, à l'oxygène et à l'azote. C'est un polymère. Si vous le soumettez à un faisceau d'électrons, il explose comme un ballon. Donc voilà la génération suivante du savoir, la génération suivante des choses. Et le fait est que ce sont justement ces choses-là qui ont fait que des gens ont été humiliés et brûlés sur le bûcher pendant des années. On a crié « brûler la sorcière ». Toute personne qui possédait cette information était en fait ciblée. Et il faut donc admettre qu'il existe une entité ou un groupe qui, pendant des milliers d'années, a activement cherché quiconque détenait ces connaissances pour le détruire, le discréditer et l'éliminer. Martin Fleischmann en fut un exemple. C'est un exemple récent. Il a été empoisonné. Je l'ai rencontré pendant 10 jours. Il est même passé dans l'émission 60 Minutes. Ce fut une opportunité ratée pour l'humanité. Nous aurions pu emprunter cette voie. Et cela remonte à une trentaine d'années. Mais l'article d'Oliphant et Rutherford date de 1934. Cela fait 90 ans. On a perdu tout ça, pourquoi au juste? Quoi qu'il en soit, maintenant, nous avons Internet, nous avons des plateformes. Mais à chaque fois que je participe à une conférence, mes téléphones sont signalés volés, mes comptes bancaires sont fermés, mon site Internet est mis hors ligne. Ça arrive tout le temps. La dernière fois, ce n'était même pas une conférence, et pourtant, ils l'ont fermée. C'était dû au fait que nous mettions en place notre conseil d'administration et que nous restructurions la société, ce qui nous a pris, tu sais, 4 ou 5 mois. Et donc, pendant cette période où nous faisions cela, ça continuait. C'est leur mécanisme pour réprimer les choses, tu vois. Et il faut que les gens en prennent conscience. L'open source a aidé, parce qu'ils l'auraient arrêté en le classant au-dessus du top secret. C'est pour ça que j'étais sur une île à Maldives, où je pouvais être hors juridiction et ainsi publier toutes mes notes. C'est une technologie sûre et accessible. Vous savez qu'elle est disponible depuis des milliers d'années. Vous l'avez supprimée. Il est temps d'arrêter, de la laisser sortir et de permettre à tout le monde de bénéficier, vous savez, d'une énergie propre. Donc, si la technologie est accessible au public, où pouvons-nous trouver des plans détaillés et des schémas permettant de la reproduire? Eh bien, j'ai cité la Strait Foundation Earth et je recommanderais aussi le Martin Fleischmann Memorial Project pour les artefacts, notamment la foudre en boule, qui s'écrase à l'intérieur de notre tuyau d'échappement, ce qui, au passage, correspond à 55 000 coups de foudre par seconde. Non, 55 000 par seconde. Chacun d'entre eux, avec la grosse sphère de 24 pouces, doit franchir un écart de 3 pouces. Ça représente donc plus de 60 000 volts. Donc 60 000 multiplié par 55 000, faites le calcul. Oh mon Dieu! Vous avez demandé quelle quantité d'énergie il y avait là-dedans. Faites le calcul. Ce ne sont que des numéros de téléphone. Ça ne signifie rien, parce que vous ne pouvez pas le comprendre. Mais autant que vous en aurez besoin, n'importe quel nombre, même le nombre pi. Le nombre pi, ça n'a pas d'importance. Oui, voilà la véritable réalité des choses. Oui. Alors, je vous prie de bien vouloir démontrer à nos spectateurs, à l'aide de quelques exemples pris au hasard, comment utiliser votre tableau des fréquences de résonance. Par exemple, comment déterminer les fréquences de résonance de l'aluminium, du cuivre et de leurs composés. D'accord. Allons à mes notes. J'ai exposé la méthode mathématique pour traiter, pour examiner les points de fusion de n'importe quel élément. Vous partez du point de fusion, la fusion, c'était la clé. Voilà le grand point. Et c'est une évidence. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais le rendre plus clair. Donc, la clé, c'est que si l'hydrogène est l'échelle alpha, si c'est la base, c'est comme des réglettes de Kuizner ou, vous savez, comme des blocs Lego. Si l'hydrogène est un bloc Lego et que vous en assemblez 2, soudain vous avez de l'hélium. Vous en mettez 3, vous avez maintenant donc hydrogène, hélium. L'idée monte ainsi jusqu'à 25. Donc ça ne va pas vers quoi que ce soit de radioactif ou de dangereux pour les armes nucléaires ou autres. Si vous pouviez en faire la démonstration pour nos spectateurs. Si l'hydrogène est la base, il suffit simplement d'y ajouter pour obtenir de l'hélium. Puis 3 héliums donnent du carbone, et 4 héliums donnent de l'oxygène. C'est très simple. Tout cela est simple.
Donc en réalité, vous pouvez, et si vous transformez en plasma, vous pouvez appliquer une fréquence, parce que vous connaissez la fréquence. Pourquoi? Quelle est cette fréquence? Eh bien, et si vous quelle est la fréquence du Soleil? Eh bien, elle est de 11,11 ans. Son unique fréquence est de 11,11 ans. C'est la période à laquelle il inverse ses pôles. C'est son pouls. 11,11 ans, c'est son pouls, n'est-ce pas? Donc le cœur, c'est le battement de cœur du Soleil, n'est-ce pas? Waouh! Prenons maintenant le 432. Prenons le 11,11 et multiplions-le par 24 heures. Qu'obtient-on? 266. Qu'est-ce 266? C'est la densité, la masse spécifique, par rapport à l'eau au point de congélation. Si l'on descend à partir de 0 jusqu'à moins 259,2 degrés Celsius, on obtient la température de fusion de l'hydrogène. Tout est lié. En avançant, on constate que 25 920 ans correspondent à un cycle de précession de la Terre. Ce même nombre correspond à la vitesse de déplacement de la Lune en 1000 sur une certaine période. Tout cela est interconnecté avec l'ensemble du système solaire. Une révolution complète équivaut à 25 920 ans. L'angle d'inclinaison est de 25,912. Tout est lié. Et si c'est le cas, alors nous pouvons appliquer cette méthode à n'importe quelle température de fusion. J'ai ici dans mes notes des exemples pour le carbone et l'oxygène. Si vous prenez leur température de fusion, vous pouvez en déduire la fréquence de résonance. Waouh! Si cela se produit pour l'hélium et l'hydrogène, et que cela se produit pour l'hydrogène, cela crée la rotation de la précession des équinoxes, 25 920 ans. Si c'est vrai, et ça l'est, alors c'est très logique. Il suffit simplement de prendre le point de fusion de n'importe quel élément, n'est-ce pas, et de le multiplier par le point de fusion de l'hydrogène que j'ai montré dans l'abrégé ici. Le voici, 259,2, 295,2, 129 600. Et si vous regardez la séquence des octaves, vous avez tous vos nombres planétaires et toutes vos valeurs de la vitesse de la lumière, ainsi que le diamètre du Soleil. Donc, comme je l'ai dit, tout est lié. Par conséquent, pour répondre à cette question, c'est très simple, et c'est dans mes notes. À partir de là, vous pouvez calculer, à partir du point de fusion de n'importe quel élément, sa fréquence de résonance. C'est très simple. Il n'y a pas de grande formule compliquée. Seulement, quel est le point de fusion? Parce que c'est le changement de phase qui se produit. Quand au bout, vous entendez ce bruit, ça frémit avant d'entrer en ébullition. Et puis, juste avant de bouillir, ça se calme. Ah, d'accord. Ça devient tout simplement silencieux. Pourquoi? Avant, ça vibre et bouge. Soudain, ça se tait. Parce que, pour ce volume d'eau, on a atteint le point où toute l'énergie converge vers le centre. Il a atteint son point de résonance, il trouve son propre centre. Et alors, silence. C'est l'œil de la tempête. Et ensuite, que se passe-t-il? La bulle orageuse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc vous l'avez modifié. Même si vous changez le volume de l'eau, il y aura toujours ce point de silence où tout devient immobile. Parce que c'est vrai. En réalité, le point zéro se forme parce que la fréquence de résonance a été atteinte. Il y a un rebond vers le centre. Oui. Et comme le 2160 encore, vous savez, multiplié par 400 donne votre 864 000. Et vous prenez aussi tous ces nombres dans mes notes. Est-ce la fréquence de résonance de toute chose? Par exemple, chaque cube a 2160 degrés. Eh bien, que se passe-t-il si vous faites correspondre les 2160 degrés, les angles internes d'un cube, et que vous les accordez exactement à sa résonance? Autrement dit, vous créez exactement le bon volume. Comme pour une cloche. Une cloche tibétaine, c'est en quelque sorte un carré. Il continue d'entailler le métal jusqu'à obtenir la note désirée. Parce que c'est le volume du matériau qui crée la note.
Et ce qu'ils font quand ils fabriquent les cloches d'église, c'est qu'ils mesurent très soigneusement un volume dans un cube, puis ils le fondent pour en faire la cloche, n'est-ce pas? Et quand Tesla fabriquait ses bobines, nouvelle info, il prenait un bloc de cuivre, 2 blocs de cuivre exactement du même poids et du même volume, du même matériau. Puis il en faisait un fil fin, et de l'autre un fil épais, de sorte que les bobines soient accordées en fréquence, par leur surface, volume, temps. C'est cela qu'on a perdu. Parce que l'énergie en réalité n'a rien à voir avec ce qu'on nous a enseigné. C'est le changement de l'espace que quelque chose occupe. C'est le changement d'énergie. Rien à voir avec ce qu'on nous a appris. C'est le changement. Si vous changez la quantité de surface, volume que l'énergie occupe, c'est ça la clé de l'univers. Et toute résonance est faite de ces blocs, des blocs tibétains et des cloches tibétaines. Vous pouvez limer exactement la bonne quantité de matière. Mais Tesla est allé plus loin. Il a dit très bien, nous avons les blocs, nous les avons limés, mais nous utilisons ces blocs pour fabriquer les 2 bobines. Elles sont donc exactement accordées en fréquence parce qu'elles contiennent exactement la même quantité de matière, de composition identique. C'est vraiment intéressant. Ouais. D'accord, monsieur Malcolm. Quelle lacune de cette technologie souligneriez-vous? Qu'est-ce qui reste encore à perfectionner pour améliorer le modèle? Eh bien, tout est lié à la fréquence de résonance. Nous travaillons sur les transitions et sur les matériaux. Actuellement, nous utilisons 3 ou 4 types d'acier inoxydable. Nous avons une séquence de recuit au cours de laquelle nous veillons à ce que la structure cristalline reste carrée. C'est un processus de fusion par confinement dans la maille cristalline, ce qui est de la fusion Ford. Tout est une question de modification de la force. Si vous frappez quelqu'un avec votre poing, la surface de contact sera 20 fois plus grande que, disons, avec le bout du doigt. Et donc la pression par pouce carré sera 20 à 30 fois plus faible, puisque la force se répartit sur une surface plus grande. En revanche, si vous concentrez toute la force en un seul point, l'effet sera multiplié. C'est le principe de la multiplication de la force. L'idée, c'est que la variation de la surface sur laquelle agit la force fonctionne selon le même principe que la variation de fréquence. Il s'agit de la transformation de l'énergie, de la force, de la surface. Vous voyez de quoi je parle? D'accord. Dans quel autre domaine, en dehors des moteurs à combustion interne, votre technologie peut-elle être appliquée? Absolument dans tous les domaines, comme le Direct Energy Drive, les moteurs en réaction, les moteurs de navires, ceux des sous-marins, des porte-avions, des vaisseaux spatiaux, bref, partout, parce qu'il s'agit d'une force fondamentale de la nature que nous redécouvrons. L'application la plus simple a été le nettoyage de l'air. Et cette technologie peut aussi assainir l'atmosphère de Mars, c'est-à-dire participer à la terraformation, ce dont vous avez probablement déjà parlé. Donc, oui, absolument partout. Parfait. Une solution unique pour tout. C'est une révolution plasmoïde complète, une révolution industrielle. Oui, l'idée de nettoyer l'océan en transformant les hydrocarbures en protéines a été évoquée. Comment votre technologie permet-elle de mettre cela en pratique? C'est tout simplement parce que vous utilisez les plasmoïdes pour transmuter le pétrole en protéines. Vous avez l'appareil, mais vous pouvez introduire les archées, ces organismes symbiotiques qui contiennent des plasmoïdes, comme les crevettes des lacs à flamand. Dans ces lacs éphémères, il y a les crevettes et des organismes mi-algues, mi-animaux qui transmutent les éléments pour créer de l'énergie. Ensuite, vous passez à la transmutation directe. Vous captez la lumière du soleil qui, normalement, tuerait ces organismes. Mais si les crevettes sont imprégnées de plasmoïdes, que se passe-t-il quand ceux-ci se manifestent? Les plasmoïdes absorbent l'énergie solaire, de sorte qu'elles ne cuisent pas. Et elles peuvent rester sur un fumeur hydrothermal à 1000 degrés au fond de l'océan, sans brûler. En revanche, si vous les plongez dans de l'eau bouillante, elles cuisent. Il existe toute une catégorie d'organismes, les extrémophiles, et c'est un champ d'étude à part entière. Oppenheimer avait un aquarium et 2 anneaux flottants en plastique. Il a versé du pétrole brut dans les 2 anneaux et les poissons nageaient dans l'aquarium. Il a ensuite introduit un inoculum d'algues contenant des plasmoïdes dans l'un des anneaux remplis de pétrole.
Au bout d'environ 5 minutes, le contenu a commencé à descendre parce qu'il était devenu plus lourd. Il s'était reconstitué. Le pétrole brut pesait environ 0,8 par rapport à l'eau et est alors devenu plus lourd que l'eau. Il a donc franchi la ligne de flottaison et a coulé. On a alors vu à la télévision des poissons se nourrir de ce pétrole transformé. Si vous retirez l'énergie de notre société, toute la société meurt. Le principe est le même en sens inverse. Si vous introduisez de l'énergie dans un écosystème, il prospère. Retirez l'énergie, il meurt. C'est pourquoi les minima solaires sont importants. Vous évoquiez le changement climatique et tout le reste. Eh bien, nous entrons plutôt dans une ère glaciaire qu'un réchauffement, si l'on en croit certaines courbes. On le voit sur les graphes. Randall Carlson a fait un très bon travail avec les carottes de glace du Groenland, qui mettent en évidence cette tendance. D'accord. Encore quelques questions. Est-ce que les technologies plasma peuvent être utilisées pour alimenter des générateurs d'eau atmosphérique ou pour dépolluer l'atmosphère et les océans des microplastiques et nanoplastiques? Oui, cela peut tout éliminer, parce que les plasmoïdes s'attaquent à tout ce qui contient beaucoup d'énergie. Or, les plastiques renferment énormément d'énergie. Donc, ils décomposent les plastiques, ce qui revient à produire de la nourriture. Parfait? Voilà pourquoi cela peut faire partie intégrante du processus. Introduire des plasmoïdes, puisqu'ils sont capables d'attaquer et de désagréger les hydrocarbures, autrement dit toutes les substances à haute énergie que nous considérons comme toxiques, parce qu'ils tirent plus d'énergie en les mangeant, puis ils s'attaquent ensuite aux choses qui contiennent moins d'énergie. Quels obstacles rencontrez-vous sur la voie de la production de masse de tels générateurs? Eh bien, nous entrons maintenant dans la phase de production de masse. Nous avons commencé en Thaïlande, lorsque j'ai réalisé mes premiers essais. Je crois qu'il y a actuellement 1000 unités en vente. Nous nous préparons maintenant à produire, comme je l'ai dit, ces unités de production en série qui seront déployées dans les 200 pays du monde. Et donc voilà, oui, c'est là où nous en sommes. Nous allons passer à la production de masse. Nous enverrons ces unités dans 200 pays et elles y seront ensuite reproduites industriellement dans chacun d'eux. Donc, nous voici avec Malcolm Bendall à l'usine. Nous voici donc avec Malcolm Bendall à l'usine. Et nous venons tout juste de brancher l'analyseur de gaz Ken. Comme vous pouvez le voir, nous avons 21,56% d'oxygène. Le CO2 est à 0, le monoxyde de carbone est à 0 et les hydrocarbures sont à 0. Les valeurs commencent maintenant à se stabiliser. Cela va nous donner notre ligne de base. Nous sommes ici avec notre machine. C'est notre modèle ultime que nous appelons le Super Stubby. Au départ, il faisait 24 pouces, mais la version finale fait seulement 2 pouces, car elle contient à l'intérieur une sphère de 3 pouces. Concrètement, cela signifie qu'ici, à l'intérieur, se trouve une sphère de 3 pouces, reliée par un tube de 3 pouces. Donc nous avons 3, 3 et 3. Oui. C'est la meilleure combinaison que nous ayons trouvée. Nous avons testé des versions allant jusqu'à 24 pouces, mais nous avons constamment réduit et ajusté le diamètre du tube, car le moindre changement modifie fortement la chaleur. Nous avons par exemple dû passer d'un pouce de diamètre extérieur à un pouce de diamètre intérieur, et cela a suffi à refroidir l'ensemble, simplement parce que le tube plus long permettait une meilleure dissipation. Même une ouverture minime, au lieu d'un demi-pouce de diamètre intérieur, a fait toute la différence. Cela a suffi à refroidir le système. C'est ainsi que l'on contrôle la chaleur et le fonctionnement du générateur de rage, ainsi que ce qu'il produit. C'est la meilleure configuration pour réduire le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et les hydrocarbures. Le carbone correspond à 3 noyaux d'hélium. Ajoutez un hélium supplémentaire et vous obtenez de l'oxygène. Nous démontons simplement le carbone et nous le recomposons autrement. C'est aussi simple que cela. Trop simple, en réalité, ce qui explique pourquoi beaucoup ne comprennent pas. Alors, quelle taille de sphère? Pour ces moteurs, elles vont d'environ 300 cm3 à 450 cm3. 4, 3, 2. 4 pouces, 3 pouces, 2 pouces.
Ce rapport est important, car il correspond au rayon du Soleil, lequel définit un volume de temps de 51,84 in carré, c'est-à-dire la résonance sur la fréquence même du temps. C'est cette fréquence qui décompose la matière. Le Soleil est un dispositif d'impression temporelle et la Lune en est la gardienne. Donc, en appliquant cette fréquence au carbone, il se désagrège. Comme je l'ai dit, 3 héliums forment du carbone, et si vous ajoutez un 4e hélium, vous obtenez de l'oxygène. Voyons le processus de génération des plasmoïdes. Ils naissent dans cette eau ici, dans ce qu'on appelle le bubbler. Les plasmoïdes apparaissent à partir de microbules qui implosent. Ils passent ensuite dans cette chambre où ils se chargent. L'eau y explose littéralement, ce qui provoque une surpression dans le bubbler. Les bulles dilatées sont aspirées dans le vide, puis explosent en arrivant ici. La pression s'inverse et la bulle s'effondre. Cet effondrement, comme l'avaient calculé Oppenheimer et Snyder dans leur article de 1939, atteint les mêmes pressions et températures que celles du Soleil. C'est une fusion. Ensuite, les plasmoïdes se chargent entre cette sphère et celle-ci. Ici se trouve un point zéro, car il y a un pôle nord, un pôle sud et un plan équatorial. Autrement dit, un horizon d'événements. Ainsi, le carbone qui arrive à cet horizon, où il n'y a pas de fréquence, se désagrège. Il est ensuite recomposé en oxygène, et cet oxygène ressort à pression et température atmosphérique. Le carbone a été transformé en oxygène. Donc pas de pollution, car sans carbone, il ne peut y avoir de particules de carbone dans les gaz d'échappement. Tout est propre. Pas d'hydrocarbures, pas de monoxyde de carbone. De plus, l'hydrogène libre dans cette chambre fusionne pour former de l'hélium. 3 héliums font un carbone. 4 héliums, un oxygène. C'est un processus très simple. Je publie d'ailleurs un livre avec Roland Perry sur l'article de 1934 d'Oliphant et Rutherford, qui démontrait déjà que 2 hydrogènes pouvaient donner un hélium, 3 héliums, un carbone et 4 héliums, un oxygène. C'est ce que l'on appelle l'échelle alpha en sciences. Un processus bien connu, mais personne n'allait trouver jusqu'ici une manière aussi simple de réaliser une chose aussi complexe. Nous pouvons maintenant mettre en marche le bubbler pour vous le montrer en fonctionnement. Nous allons d'abord prélever un échantillon sur le moteur, puis nous le reprendrons après passage dans l'appareil. Afin de comparer les résultats avant, après. Oh, regardez, l'oxygène est monté très haut. Excellent résultat. Il faudra peut-être ajuster un peu ce réglage. Maintenant, l'oxygène est descendu à 3%. Refaisons un essai. Parfait. 12%. À présent, on n'entend plus que le moteur lui-même. Le moteur est maintenant imprégné de plasmoïdes. Ils sont passés dans le métal du piston.
Vous avez donc le résumé ici. Nous avons commencé là-haut, oui, et la dernière mesure que nous avons obtenue, quand nous l'avons remis en marche, était de 12%. Mais vous remarquerez une chose, le monoxyde de carbone ici était de 9,5%. Et à partir du même point, après que le système a tourné un certain temps, les plasmoïdes sont effectivement entrés dans le moteur et le moteur lui-même, le piston, contient désormais cette magie en lui. Les plasmoïdes sont littéralement à l'intérieur du moteur et cela a fait une énorme différence. Et c'est une bonne chose que nous l'ayons laissé ainsi parce que cela lui a donné le temps de se décharger. Maintenant, il est à nouveau chargé. Il faut environ 10 minutes pour qu'il se charge, pour qu'il atteigne ce niveau de charge. Et ensuite, il s'allume, l'eau s'allège. Et en réalité, ça fonctionne mieux lorsqu'elle est un peu plus légère parce qu'elle contient alors toutes les microbules. Donc après une dizaine de minutes, les microbules apparaissent, elles arrivent, puis elles se chargent ici, elles entrent dans le moteur. Et le moteur lui-même, le piston, est aussi en acier. L'acier du piston agit de la même manière que l'acier ici, vous voyez? Donc, en fait, ce que vous faites, c'est charger le piston. Et maintenant, le piston a véritablement fait son travail. Parce qu'à présent, même sans ce générateur d'orage, le piston réduit le monoxyde de carbone. Il le scinde jusqu'à 0,18% ici et à 0,19%. Alors qu'au départ, quand nous avions commencé, il était de 9,54%. C'est stupéfiant. Cela signifie en réalité que ce qui est prouvé ici, c'est que c'est le moteur lui-même qui agit, puisque ce point correspond simplement aux gaz d'échappement avant leur passage dans la sphère, n'est-ce pas? Autrement dit, ce que cela montre, c'est que nous sommes en train de charger le moteur avec des plasmoïdes. Ceux-ci pénètrent dans la matrice métallique, où ils se chargent, puis se déchargent dans le plasma fissuré et dans la chambre de combustion. Ainsi, ce que vous avez en fin de compte, c'est que même sans que la technologie soit activée, une fois la chambre de combustion chargée, elle élimine le monoxyde de carbone, qui est la partie la plus toxique des gaz. C'est donc un résultat formidable pour l'humanité. Et nous allons appliquer cela aux cheminées. Si vous vous retournez et regardez simplement cette cheminée là-bas, nous allons placer exactement la même technologie à l'intérieur. Parce qu'en réalité, ce que vous avez là, c'est un tube dans un tube. Et si nous insérons un tube à l'intérieur de ce tube, alors, avec le vide qui aspire et qui se propage à la base du charbon, vous introduisez en fait les plasmoïdes et le plasma directement dans le charbon. Ce qui veut dire que vous allez obtenir avec l'oxygène une combustion plus intense. En effet, vous avez toujours le même oxygène qui sort de votre cheminée, mais maintenant, vous avez de l'oxygène et des plasmoïdes. Ce qui signifie que le plasma fera brûler le charbon à des températures plus élevées. Vous obtiendrez probablement une augmentation de 30 à 50% de l'efficacité thermique du charbon. Et comme vous réinjectez la chaleur perdue issue de votre cheminée, c'est de là que vient l'énergie supplémentaire. Car la combustion du charbon, malheureusement, n'atteint en moyenne qu'environ 28% d'efficacité. Cela signifie donc que près des 3/4 de la chaleur partent littéralement par la cheminée, gaspillée. Et si nous parvenons à récupérer seulement 1/4 de cette chaleur, cela représente quasiment autant d'énergie que celle contenue dans le charbon lui-même. Autrement dit, vous restituez cette énergie thermique au système tout en éliminant simultanément toutes les composantes nocives. Je pense que c'est véritablement une avancée fantastique. Je pense que nous pourrons atteindre jusqu'à 50% d'efficacité. Cela reviendra à doubler la production ou à diviser par 2 la quantité de charbon nécessaire pour obtenir la même énergie. Ce serait un progrès énorme.